BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur, les pros, les cryptos. Nouvel épisode, dernier épisode de la saison d'ailleurs, aujourd'hui avec nos talents non fongibles, nos NFT, rien qu'à nous. Ils sont avec nous aujourd'hui. Alexandre Stachchenko, directeur de la stratégie de Paymium. Bonjour Alexandre. Bonjour Guillaume. Et bienvenue dans les pros, les cryptos. Thibaut Boutrou ici est avec nous pour Meria. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Guillaume. Vous retrouver dans un instant, on parcourra les grandes actus de la semaine. On refera la saison crypto aussi, bien sûr. C'était la 5e saison sur BFM Business. Mais d'abord, Vincent Gann pour fêter ce nouveau record du Bitcoin. Parce que Vincent, oui, c'est la dernière de la saison. Mais alors, cette dernière, elle est en fanfare, feu d'artifice. Nouveau record à plus de combien, Vincent? 118 000 $ sur le Bitcoin. On est heureux. 119 000 même, peut-être. Combien? C'est quoi le record, là, maintenant, Vincent? Parce que ça bouge tout le temps. Vincent Gann, êtes-vous là? Oh, il n'est pas là. Oui, c'est ce qui s'appelle rester bouche bée. Et il est face au record, il observe le record, il le contemple, Alexandre, ce record. Alors on va allumer votre micro aussi, parce que la régie va m'aider quand même, Alexandre. Évidemment, il faut que quelque chose marche. Ouais. Non, ne sont bouche bée que ceux qui sont surpris, évidemment, de la croissance de long terme de Bitcoin. Mais quand on le suit depuis 10 ans, on n'est pas surpris. Évidemment. Évidemment. Alors on parlera quand même aussi de ce petit retard de l'Ether qui s'est confirmé malgré tout cette saison, bien évidemment. Et au cœur de l'actualité du jour, le Bitcoin qui bat des records, c'est vrai. Est-ce qu'il pourrait monter encore plus vite, plus haut, plus fort si les baleines ne vendaient pas régulièrement? On posera quand même cette question à nos experts, nos pros des cryptos. Les stablecoins aussi à suivre et les craintes d'Amundi autour des stablecoins. Amundi voit un instrument de déstabilisation du système financier et donc un instrument peut-être dangereux même pour l'économie. Nos pros répondront aux arguments d'Amundi, bien sûr. Et puis on parlera token, cette bataille intéressante entre Robinhood et OpenAI. Robinhood a lancé des tokens indexés aux valorisations de OpenAI et de SpaceX. Évidemment, forcément, ça monte. Sauf que SpaceX et OpenAI dénoncent des produits dérivés créés à leur insu et sans droit réel. Tiens, voilà un débat également intéressant. Les pros des cryptos, votre machine à condenser l'actualité de la semaine, s'enclenche tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Vincent Gann a retrouvé ses moyens, manifestement. Il observait comme ça les records du Bitcoin. Il est resté bouche bée et sec. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Il y a eu un petit problème technique. Il y a trop de records là. Voilà, tout explose. Nouveau record. Oui. On est à combien là sur le dernier record? Parce que ça bouge d'heure en heure, Vincent. Là, en dollars, on a dû faire 118 300 $, oui, quelque chose comme ça. Alors, il n'y a pas de nouveau record en euros par contre. Hein. C'est la faiblesse du dollar joue beaucoup. Et du coup, quelles sont les nouvelles cibles haussières pour le Bitcoin cet été? Écoutez, les cibles haussières, elles sont dehors de l'analyse technique, puisqu'on est dans un no man's land technique. Qu'est-ce que le marché a fait là en dollars? Il a franchi son record historique, alors celui du mois de janvier et du mois de mai dernier. C'est déjà la confirmation d'une chose, on commençait à en douter, c'est le fait que le cycle de 4 ans de Bitcoin est toujours vivant et que Bitcoin, quelles que soient les incertitudes fondamentales, est porté par le nouveau record de la liquidité mondiale. Alors je vais vous répondre succinctement, puisque votre question est précise. Quel est l'objectif de court technique que l'on peut envisager alors que les 111 900 $, l'ex-record, est dépassé? C'est l'intervalle compris entre 125 000 et 130 000 $. Ça, c'est la cible que je fixe pour cet été, mois de juillet, mois d'août. Le cycle de 4 ans, lui, se termine plutôt au 4e trimestre de l'année 2025. J'ai des cibles techniques plus ambitieuses dont on aura l'occasion de reparler d'ici là, cher Guillaume. Les autres cryptos, les altcoins, on le disait tout à l'heure dans le sommaire, ont plus déçu, beaucoup plus même cette année. Est-ce qu'on va enfin voir un rattrapage des altcoins face au Bitcoin? Alors, c'est probablement la question, la seule peut-être qui intéresse la grande majorité des investisseurs, puisqu'on sait que la plupart d'entre eux, en tout cas ceux qui cherchent du levier et des gains rapides, sont positionnés sur les altcoins. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Si vous voulez, ce qu'on appelle une saison des alts, c'est un moment où le poids relatif du Bitcoin sur le marché crypto recule. On parle de la dominance du Bitcoin. Et au stade actuel, lorsque Bitcoin continue d'avancer, sa dominance est globalement stable, même si on observe peut-être le début d'une divergence baissière. Donc non, pour le moment, même si les alts progressent, elles n'ont pas un meilleur comportement relatif que le cours du Bitcoin. Alors ça dépend lesquels. Je vais vous parler simplement rapidement d'Ethereum. Pour Ethereum, le signal de meilleur comportement relatif, il a été donné depuis plusieurs semaines. Il est validé et je pense que TH, face à l'USD, ira chercher les 4 000 $ cet été. Par contre, la profondeur des alts, la grande majorité des alts, elles, restent en sous-performance. Cela changera le jour où vous aurez un signal baissier sur la dominance du Bitcoin et enfin un signal de renversement haussier sur le rapport entre les alts et Bitcoin. Mais au stade actuel, ces deux signaux ne sont pas donnés. Donc Bitcoin et Ethereum gardent le lead face à la profondeur des alts.
Mais vous savez quoi, Vincent? On croise les doigts, effectivement, sur le potentiel de ces cryptos. On vous remercie de nous avoir accompagnés une nouvelle saison. On vous retrouve la saison prochaine, Vincent? Vous serez avec nous? Oui, on se retrouve à la rentrée. Avec beaucoup de plaisir, effectivement, pour une sixième. Alors, une sixième saison avec vous, Vincent. Vous faites partie des premiers à nous avoir accompagnés. C'était en 2020. Ouais, on était à l'époque en plein Covid pour lancer ce rendez-vous régulier autour des cryptos. Merci beaucoup, Vincent. Cette saison, donc, aura été marquée par des événements marquants, majeurs, historiques pour les cryptos. Alexandre Stachenko est avec nous pour en parler. Alors, je disais Alexandre Stachenko pour Paymium, mais pas que. Il est aussi auteur de Bitcoin. Le choc géopolitique. Exactement. Et vous avez été lauréat du Grand Prix du livre économique de la librairie de l'Écho. Tout à fait. Voilà. Félicitations. Je remercie toute la rédaction de BFM parce que c'est une belle reconnaissance qui fait plaisir pour le travail sur un sujet comme celui-ci. Mérité. Et puis Thibaut est avec nous donc depuis sa Moselle chérie, magnifique, où il fait beau en ce moment. C'est d'autant plus exceptionnel. Alors du coup, comme il fait beau, c'est rare, il est en deuil. Vous le voyez, il est habillé tout de noir. Pour ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi à la télé et ça vaut le coup d'œil. Cette saison aura donc été marquée par les stablecoins, presque d'ailleurs autant que par le Bitcoin. Les stablecoins auront beaucoup fait parler. C'est une question que j'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre. Réponse libre, messieurs. Qu'est-ce qui, sur cette nouvelle saison des pros des cryptos, vous aura le plus marqué dans l'écosystème crypto? Alexandre? Pour moi, l'événement le plus marquant, c'est, je ne vais pas être très original, mais c'est l'élection de Donald Trump. Parce que pour moi, ça a marqué un tournant dans la crédibilisation du sujet crypto. On est passé de c'est un petit pays d'Amérique centrale qui en a fait sa monnaie légale à la première puissance mondiale fait une réserve stratégique de Bitcoin. Donc évidemment, les paramètres du jeu changent du tout au tout. Alors, je lui donnerais, je dirais, 3 bons points et un mauvais point à Donald Trump. Il y a un premier bon point sans équivoque qui est qu'il va faire voter d'ailleurs la semaine prochaine dans la Crypto Week son acte anti-CBDC. Et je pense que c'est quelque chose qui est à louer, à remarquer, le fait qu'il ne veuille pas de développement d'une monnaie numérique de banque centrale dans un dollar numérique, qui à mon sens est quelque chose qui n'a que des risques et aucune opportunité. Et donc ça, c'est plutôt positif. La deuxième chose, je l'ai dit, c'est la crédibilisation de Bitcoin, à la fois dans le côté réserve stratégique qu'il a annoncé au printemps, mais pour moi, il y a aussi, il a fait une petite déclaration fin juin, qui est passée un petit peu inaperçue, mais où il a dit qu'il aimait beaucoup Bitcoin parce que ça enlevait de la pression sur le dollar. Et pour moi, ça vient crédibiliser une thèse un peu plus profonde, qui est que son sujet depuis le début de l'année, c'est la guerre commerciale, mais en fait, derrière la guerre commerciale, c'est la guerre monétaire. Et lui, il a envie de dévaluer le dollar, et le Bitcoin, pour lui, est rentré dans son arsenal de mesures qui permettent de dévaluer le dollar, puisqu'en fait, il va attirer une partie de son attractivité comme réserve de valeur. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'il a compris l'enjeu des stablecoins sur la partie géopolitique, le fait de soutenir une demande pour le dollar en particulier auprès des publics non bancarisés et des pays en développement, et de l'Europe. Ça fait partie des raisons pour lesquelles d'ailleurs l'Europe n'est pas contente, parce qu'elle voit son économie se dollariser. Et donc ça, c'est le troisième bon point. Le mauvais point, évidemment, c'est... Il coche quand même beaucoup de cases, hein. Franchement, c'est impressionnant. Mais le mauvais point n'est pas des moindres, cependant. C'est qu'il a fait n'importe quoi sur les cryptos, entre népotisme, corruption, conflit d'intérêts, etc. Il a donné une très mauvaise image, évidemment, du sujet. Il a contribué pendant un temps à renforcer la confusion entre Bitcoin et crypto. Je l'avais dénoncé aussi sur ce plateau. Et puis, après, de manière plus générale, il y a des dérives démocratiques inquiétantes aux États-Unis qui sont un peu de son fait aussi. Alors vous, Thibaut, qu'est-ce que vous retenez particulièrement de cette 5e saison des pros des cryptos? Quels sont parmi les événements qu'on décrit ensemble avec Owen, 6 semaines à Pressmen et Claire Balva, bien sûr, ceux qui vous ont le plus marqué, qui sont les plus signifiants pour vous? Ouais, alors, sans parler d'un événement vraiment précis, moi, c'est plus des tendances. Déjà, c'est un peu la confirmation sur 2025 de l'impulsion qui avait été enclenchée en 2024 avec cette institutionnalisation des cryptos. Et au-delà de l'institutionnalisation dont on parle beaucoup, c'est plutôt, moi, ce que je retiens, la confirmation ou en tout cas l'acceptation des cryptos au sein de toutes les discussions aujourd'hui, qu'elles soient politiques, qu'elles soient géostratégiques. Bitcoin s'est invité un peu autour de toutes les tables dans tous les pays aux 4 coins du globe. Donc ça, c'est quand même un tournant majeur qui a été notamment enclenché par la position des États-Unis, comme Alexandre vient de le dire. L'autre point qu'on peut souligner aussi, c'est quand même ces nouveaux records qui sont affichés. Hein. C'était aussi attendu et ça permet aussi de maintenir tout un engouement autour de sujets. Et malgré tout, pour mettre un point un peu plus paradoxal à tout ça, c'est on voit quand même un retail qui a un petit peu de mal à revenir sur le marché. Alors, on a des marques d'intérêt ponctuelles, mais dans l'ensemble, on a quand même un intérêt qui est très marqué de la part des institutionnels, des entreprises et
il se passe beaucoup de choses en coulisses et sur les infrastructures, mais en vitrine, le retail a un petit peu de mal à revenir, comme si dans certains cas, et notamment dans les pays occidentaux, il commençait à avoir l'impression que Bitcoin, c'était plus pour lui. Donc pour moi, il y a un sujet intéressant à suivre là-dessus. Et voilà, c'est ça que je retiens globalement de ces 6 premiers mois de l'année. Oui, effectivement. Alors, est-ce que le retail s'y mettra davantage quand Bitcoin sera vraiment devenu un moyen de paiement banalisé, quoi? C'est une question. En tout cas, d'après Olivier Blanchard, ce sera compliqué de voir le Bitcoin devenir un moyen de paiement comme un autre. Et il a expliqué pourquoi cette semaine dans un tweet très liké, d'ailleurs, ce tweet. Dans l'histoire monétaire, dit-il, quand une monnaie a vu sa création limitée, ce qui est le cas du Bitcoin, ça n'a rien donné de bon. Et par ailleurs, ajoute-t-il, pour que Bitcoin continue à gagner en valeur, il faudrait de la déflation, ce qui ne serait pas non plus très positif. Bref, dans les deux cas, rien de bon. Qu'est-ce que vous répondez à Olivier Blanchard, Alexandre? Il y a plusieurs sujets dans ce qu'il dit. Il y en a un sur lequel je vais lui donner un petit peu raison et l'autre sur lequel je vais lui demander d'assumer un certain nombre de contradictions. Il est vrai que une monnaie, en gros, c'est une forme de tension constante entre deux fonctions qui sont opposées, à savoir être une réserve de valeur, donc transporter la valeur dans le temps et dans l'espace, et être un moyen de paiement, c'est-à-dire quelque chose dont on peut se séparer très facilement. Et en règle générale, plus une monnaie prend la fonction de réserve de valeur, moins les agents économiques ont envie de s'en séparer. Et donc, ça donne la fameuse loi de Gresham qui dit que quand il y a deux monnaies, en fait, la mauvaise monnaie va chasser la bonne, ce qui peut être contre-intuitif, mais c'est parce qu'en fait, la mauvaise monnaie, comme tout le monde veut s'en séparer, de facto, c'est elle qui prend la place dans l'économie puisqu'elle devient l'intermédiaire d'échange privilégié. Donc, effectivement, dans ce que dit Olivier Blanchard, il y a un côté où Bitcoin est la bonne monnaie. Alors déjà, ça nous permet de lui faire dire que Bitcoin est une bonne monnaie, parce que justement, elle a une création monétaire limitée, donc elle est en capacité de préserver de la valeur, mais ça la rend inapte, ou en tout cas moins apte, à assumer cette fonction de moyen d'échange. Alors pour moi, c'est un peu vrai, je dirais peut-être. On peut l'espérer que Bitcoin donnera tort à la loi de Gresham, mais il y a aussi un point qui est sous-estimé, c'est que son mésusage, ou en tout cas son usage marginal dans les pays occidentaux, il n'est pas que dû à des lois économiques. Je prends l'exemple de la France, quand on se sépare du Bitcoin pour payer, on a une obligation fiscale, on a une lourdeur bureaucratique, etc., etc. Donc, en fait, on ne sait plus quel est l'œuf, quelle est la poule. En revanche, sur le deuxième point, sur la déflation, là, je suis un peu plus taquin parce que ce qu'il dit n'est pas une vérité absolue. Il dit donc que le Bitcoin, ce type de monnaie ne peut prendre que de la valeur s'il y a déflation, ce qui n'est pas souhaitable pour l'économie. Voilà, moi, c'est la dernière partie qui m'intéresse, c'est-à-dire la déflation, ce qui n'est pas souhaitable pour l'économie. Ce n'est pas une vérité absolue ce qu'il dit, c'est un point de vue situé, c'est une chapelle économique selon laquelle l'inflation serait bonne pour l'économie. Et en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans l'histoire économique. Je prends souvent cet exemple, mais si vous prenez les États-Unis sur le 19e siècle, l'inflation annuelle moyenne, c'est 0%. Un dollar de 1800, il vaut autant qu'un dollar de 1900. Donc, on est plutôt sur une tendance où la norme, c'est la déflation, ce qui se comprend aisément puisque tous les ans, il y a des gains de productivité, donc les prix baissent. Et la non-norme, la bizarrerie, c'est l'inflation qui arrive souvent dans les périodes de guerre, mais en dehors, c'est la déflation. Et là où c'est une contradiction, ou pas nécessairement une contradiction, mais en tout cas, il faut pouvoir l'assumer, c'est que cette fuite en avant inflationniste, elle n'est pas compatible avec notamment les sujets environnementaux, parce que ça incite à la consommation et que peut-être que ce qui guide... Même à juste 2-3% d'inflation. Bien sûr, on le voit de façon très facile sur les pays où il y a beaucoup d'inflation, c'est-à-dire que là, les gens veulent carrément se débarrasser de leur monnaie dès qu'ils en ont. Maintenant, c'est même assumé dans l'objectif d'inflation. L'objectif d'inflation existe pour favoriser la consommation. C'est-à-dire, c'est dans le statement, c'est de dire si on veut favoriser la consommation, c'est qu'on veut favoriser la croissance d'un chiffre magique qui s'appelle le PIB au détriment de l'environnement, du bien-être, pour faire ce qu'on appelle du malinvestment, donc de mal investir de l'argent, mais pour alimenter une machine sans fin. Donc ça, c'est là où il faut entre guillemets assumer. S'il dit que la déflation est mauvaise pour l'économie, déjà il dit que le stade naturel de l'économie est mauvais, et deuxièmement ça veut dire qu'il est pour une fuite en avant perpétuelle alors même que la planète est limitée. Oui, après on pourrait faire une émission entière dessus, évidemment. Si on produit de façon décarbonée, on règle une partie du problème aussi, il y a de nouvelles technologies. Bon voilà, on pourrait en faire une émission et c'est pas forcément l'objet, mais c'est vrai que c'est très intéressant et le débat reste complètement ouvert. Alors est-ce que le Bitcoin va devenir un moyen de paiement comme un autre ? Il se trouve que cette semaine, on a eu une annonce en provenance, comme souvent d'ailleurs, des Émirats et de Emirates, la compagnie aérienne. Emirates va accepter le Bitcoin et certaines cryptos pour les paiements. Voilà, vous êtes passager, vous pourrez peut-être payer vos vols en crypto. Emirates a signé, Thibaut, un accord préliminaire avec la plateforme crypto.com. Ouais, alors il y a beaucoup de cosmétiques sur l'annonce et pour aussi paralyser un peu avec la question précédente et la réponse d'Alexandre. En réalité, aujourd'hui, en tant que moyen de paiement, si on entend uniquement le fait de se séparer de ces cryptos contre un service, les cryptos sont déjà relativement bien installés. La seule différence, c'est que le commerçant, il reçoit
très rarement directement de la crypto. Et c'est d'ailleurs le cas dans cette opération avec Crypto.com, où en réalité, Crypto.com fait la compensation et Emirates ne va recevoir que de la monnaie locale. Ils ne recevront pas directement de la crypto. Mais aujourd'hui, on a toutes les grandes plateformes d'échange qui ont des CB avec lesquels tous les utilisateurs et les détenteurs de crypto peuvent très facilement aller échanger leurs cryptos contre des services partout dans le monde parce que c'est compatible avec les réseaux Visa et Mastercard. Donc, la crypto, en réalité, est déjà utilisée en moyen de paiement aujourd'hui. Simplement, ce qui est un peu moins répandu, c'est le fait de faire du paiement crypto à crypto, donc de wallet à wallet, entre le commerçant et l'acheteur directement. Et ça, on y vient. Il commence à y avoir des solutions qui commencent à exister. On a encore un peu de travail à faire sur l'expérience utilisateur. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas répandu. Et parce qu'aujourd'hui, les commerçants n'ont pas forcément ni l'envie ni le besoin de détenir directement de la crypto. Et après, il y a toutes les contraintes en fonction de la géographie, les contraintes comptables, les contraintes fiscales, etc., qui font que c'est pas forcément toujours une bonne idée. Mais on y vient progressivement. Et la réalité, c'est qu'en tant que moyen de paiement, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on ne le croit, parce que l'expérience, c'est, si je veux un peu grossir les traits, c'est un peu la même que quand on va à l'étranger en tant que Français et qu'on paye avec sa carte bancaire. Il y a une compensation qui est faite, on dépense son euro, le commerçant en soit des dollars, mais aujourd'hui ça on peut très facilement le faire avec de la crypto. Donc la crypto en échange d'un service, aujourd'hui ça se fait déjà de manière très répandue. Oui, alors ce qui est frappant, c'est qu'on est en train d'évoquer tous ces sujets, tirer le bilan de l'année, les perspectives en matière d'usage du Bitcoin, et on n'a pas ouvert ces pros des cryptos ensemble avec vous, Alexandre et Thibaut, sur le record. Pourtant, on a eu un nouveau record il y a quelques heures. C'est dire si les records se banalisent, et finalement, c'est l'histoire du Bitcoin, cette épopée. On a des chiffres impressionnants sur la performance du Bitcoin sur 10 ans. C'est un truc incroyable. C'est bien plus qu'NVIDIA, par exemple. NVIDIA qui est l'autre fusée, mais là, c'est sur les marchés traditionnels. Est-ce que le Bitcoin montrait encore davantage s'il n'y avait pas autant de baleines, de whales, comme on dit, qui ont investi précocement il y a plusieurs années et qui, à chaque fois peut-être que le Bitcoin bat un record, sont tentés de vendre ou d'alléger leur position, prendre leurs bénéfices, quoi. S'il n'y avait pas ces whales qui vendent régulièrement, massivement, est-ce que le Bitcoin monterait beaucoup plus vite encore, d'après vous, Thibaut ? C'est assez difficile à dire parce qu'effectivement, d'un côté, on a certaines whales et certains investisseurs qui sont vraiment dans cette réalité de l'instant et qui, à un moment donné, sont très pragmatiques et enrichissent au bénéfice. Mais d'un autre côté, on a aussi beaucoup de whales qui sont sur des positions très ancrées et qui gardent leur position à long terme. Ce que disait Alexandre tout à l'heure, hein, Bitcoin aujourd'hui fait office de bonne monnaie, celle dont on n'a pas envie de se séparer parce qu'aujourd'hui, elle a démontré qu'elle était capable de transporter sa valeur dans le temps. Et plus on creuse le sujet, plus généralement on se forge des convictions dans cette direction. Donc je trouve qu'aujourd'hui l'équilibre il est plutôt bien respecté. Ça pourrait effectivement monter plus vite. C'est pas forcément non plus souhaitable que tout le monde conserve. Donc je trouve assez sain qu'il y ait des investisseurs qui prennent régulièrement leurs bénéfices, et ça aussi qui maintient l'intérêt pour le sujet, puisque s'il y avait plus d'échanges, s'il y avait plus d'interaction, oui, ça serait beaucoup plus compliqué à créer des choses autour. Donc je trouve que l'équilibre est plutôt bien respecté aujourd'hui. Et pendant ce temps, que font les altcoins ? Je sais que vous l'adorez, cette question crypto qui claque qui arrive. Bien sûr. Alexandre, elle est pour vous celle-là. On est au cœur de votre sujet. Je ne serai pas surpris par ma réponse. Oui, alors voilà, de voir votre réponse. Déjà, la question du jour. Les altcoins montent pendant ce temps bien moins que le Bitcoin. Est-ce qu'une alt season est encore possible ? C'est l'objet de cette question crypto qui claque. Thibaut, Alexandre, vous êtes prêts l'un et l'autre ? Bien sûr. Prêts. Alors la voici, cette question crypto, alors que l'été arrive. La saison des altcoins pourrait-elle enfin démarrer dans la torpeur de l'été ? Oui, même après l'été. Non, même après l'été. Voilà les 4 options qu'on vous propose. Alexandre, je vous vois un peu tendu face à cette question. Thibaut, je vois que vous réfléchissez beaucoup. Je vous laisse un instant supplémentaire de réflexion à l'un et l'autre pour que nos auditeurs et téléspectateurs puissent aussi se faire un avis, participer sur notre fil X BFM Crypto et voter surtout. C'est une question, un vote ouvert à tous. Vous pouvez aussi, chacun d'entre vous, nous laisser vos arguments en commentaire. On tente chaque semaine dans les pros des cryptos de rebondir dessus. La saison des altcoins arrive-t-elle, Thibaut ? Elle peut arriver après l'été ou pendant l'été. Elle peut arriver en tout cas. Ok, d'accord. Alexandre ? Je suis plutôt sur un non, même après l'été. Je pourrais détailler pourquoi. Oh, pourquoi non, tout de suite ? Vous cassez l'ambiance ? Pour casser l'ambiance tout de suite ? Non, pas nécessairement. Je disais tout à l'heure, moi je suis plutôt partisan du fait que ce sont deux sujets différents, que Bitcoin n'est pas une crypto parmi les autres, il y a Bitcoin et il y a les cryptos. Et je partage plutôt la thèse de Yves Chouefati, qui vient ici de temps à autre, à savoir que
on commence à constater un découplage entre les deux, c'est-à-dire que les altcoins, pendant très longtemps, se sont mis dans le sillage de Bitcoin pour profiter du parapluie, entre guillemets, et effectivement, les investisseurs qui cherchaient du levier, une fois que Bitcoin était en haut, ils vidaient leur Bitcoin pour aller chercher du levier ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, avec les thèses institutionnelles qu'on commence à voir sur Bitcoin, il y a d'autres véhicules de levier. Yves en parle notamment à travers les Treasury Company. Et surtout que les altcoins, maintenant, ça commence à faire un certain temps qu'il y en a beaucoup qui ne délivrent pas leurs promesses et qui n'ont pas de spécificité, on va dire. Et donc, elles sont attendues au tournant. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, si on price l'Ether en Bitcoin, la courbe, elle n'est pas jolie à regarder. Après, évidemment, je le réponds avec mon biais, à savoir que ce qui m'intéresse, c'est surtout Bitcoin. Oui. Vous êtes Bitcoin maximaliste, vous pouvez le dire. Maxi, non, je ne dis pas que le reste, c'est nul. Mais en revanche, effectivement, je ne suis pas convaincu qu'on verra des cycles de alt season encore. Mais je peux me tromper, c'est un avis qui est tout à fait intuitif. Alors qu'à l'inverse, Thibaut, il croit à fond à la... Non, vous étiez prudent dans votre réponse également, Thibaut. Non, en réalité, déjà, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'attende à des alt season comme on a pu en connaître dans les cycles précédents. Parce qu'il y a aujourd'hui une diversité d'actifs. Et là où je rejoins Alexandre, c'est que même si on a une alt season, toutes ne partiront pas et il faudra quand même justifier certains fondamentaux pour pouvoir aller chercher de la prise de valeur. Oui. Moi, là où à court terme, je pense qu'il y a quand même des raisons d'y croire, c'est qu'on a quand même derrière l'écosystème crypto nombre d'investisseurs qui sont encore là pour des sujets spéculatifs, qui ont des intérêts dans les altcoins et donc qui ont des intérêts à ce qu'on trouve aussi une prise de valeur à cet ordre-là. Je le mets dans une case vraiment différente de Bitcoin, c'est-à-dire que je distingue totalement ce volet alt season de Bitcoin qui pour moi est aussi sorti de la partie et doit se prendre sur une lecture à part. Mais on a une espèce de prophétie autoréalisatrice, elle est très attendue cette alt season. Dès qu'on a des petits signaux positifs, on a tout le monde qui commence à s'emballer et tout ça, à mon avis, va emmener quelque chose de positif sur le marché qui durera pas forcément très longtemps. D'ailleurs, à mon avis, on aura des prises de bénéfices qui vont être assez rapides. Il y a un autre élément qui me fait aller dans cette direction aussi, c'est que on voit certains institutionnels qui prennent des paris aujourd'hui sur d'autres actifs que sur Bitcoin. On voit des rumeurs sur des ETF qui vont... donc on a celui d'Ether qui est déjà en place, on a celui de Solana qui devrait potentiellement arriver bientôt, on commence à avoir d'autres et on commence à avoir aussi des narratifs sur les trésoreries d'entreprises qui se diversifient sur d'autres actifs. Peut-être c'est des paris perdants, ça, le long terme nous le dira, mais en tout cas tout ça alimente aussi toute cette narrative autour d'une potentielle alt season. Je pense qu'il y a quand même des raisons de penser qu'on aura une fin d'année un peu plus verte sur les altcoins que ce qu'on a pu connaître sur les derniers mois, dernières années. Alors ça fait des arguments quand même plutôt en faveur peut-être à un jour d'une alt season malgré tout. Vous voyez plutôt sceptique pendant que Thibaut... oui, parce que en fait, alors il faudrait qu'on définisse ce qu'est un institutionnel, mais pour l'instant moi je ne les vois pas. Déjà sur Bitcoin il y en a très peu, donc sur les autres je ne les vois pas encore. Il y a des gens qui cherchent du profit effectivement à court terme, mais pas des institutionnels au sens des hedge funds, des gens qui sont là pour le long terme, etc. Et puis surtout on a déjà les signaux, c'est-à-dire que la différence est majeure sur les ETF. L'ETF Bitcoin record, il attire des capitaux monstrueux, il est déjà dans le top 5 ou 10 des ETF les plus rentables de BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire d'actifs du monde. Donc on est sur quand même une demande monstrueuse qui rapporte du bénéfice et qui montre qu'il y a de la demande. Les ETF Ether, j'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, on n'est pas sur. Mais pour une raison très bête, mais c'est que un ETF Bitcoin, ça fait sens si on veut pas s'embêter avec la conservation. De toute façon, comme on est là pour 5 ans, on le garde. L'Ether, c'est pour du court terme, donc on n'a pas envie de le mettre dans un ETF. Bon, et puis il y a plus aussi d'altcoin qu'il y a quelques années, si bien que ça peut diluer aussi. Voilà, c'est ça peut diluer effectivement. On parlera de Tether, tiens, dans les stablecoins dans un instant, le roi des stablecoins qui détient l'or. On a découvert cette semaine sa réserve d'or en Suisse. Mais d'abord, plus globalement, Amundi craint l'émergence de ces stablecoins. La politique américaine en la matière pourrait même déstabiliser, dit Amundi, le système monétaire international. Leur premier argument, c'est qu'une large adoption des stablecoins aurait un impact sur la stabilité avec une dollarisation accrue et des risques liés à la liquidité ainsi qu'à leur acceptabilité. Voilà. Est-ce que ce premier argument, vous le validez, Alexandre, quand même ? Oui, mais en fait, ce que je trouve cocasse, alors j'ai rien contre Amundi, mais c'est que ça vient renforcer ce que je disais tout à l'heure sur l'Europe, c'est-à-dire que c'est pas comme si on disait depuis maintenant 5, 6, 7 ans que les stablecoins allaient devenir quelque chose d'important, que ça allait être le bras armé du dollar américain, qu'il fallait s'en saisir.
voir que la BCE devrait abandonner son projet d'euro numérique pour partir sur du stablecoin, qui est quand même beaucoup plus simple à lancer. Et on nous répond, mais non, ça ne marchera pas, ça ne sert à rien, etc., etc. 7 ans après, la BCE, Amundi et les autres se disent, flûte, on est en train de se faire dollariser. Ben oui, effectivement, on est en train de se faire dollariser, c'est une thèse que je partage. Les levées de fonds, elles sont annoncées en dollars, les cours, ils sont annoncés en dollars, on parle en dollars sur les marchés financiers, donc même l'Europe se dollarise, et se dollarise aussi via les gens qui sont exclus du système, donc les non bancarisés, etc. Mais c'est pas faute d'avoir prévenu, c'est-à-dire qu'il ne fait que déplorer des causes dont il ignorait, déplorer des conséquences dont il ignorait les causes. Oui, enfin, il y a d'autres arguments. Amundi, par exemple, explique que l'adossement au dollar, avec les stablecoins dollars, déclenchera l'achat d'obligations du Trésor américain, ce qui est une chance pour les États-Unis qui ont besoin de refinancer leurs dettes, ça c'est vrai, effectivement, mais ça pourrait aussi poser des problèmes parce que ça créerait une alternative au dollar américain. On achète des obligations américaines plutôt que du dollar, en l'occurrence. In fine, ça intéresse les États-Unis dans tous les cas. C'est-à-dire que les États-Unis exportent leurs dettes, ils exportent leur monnaie, et donc ça leur donne plus de marge de manœuvre dans une période où le fardeau de la dette américain commence à devenir sacrément insoutenable. Donc ils ont besoin de ce déploiement du dollar partout pour faire financer leur dette par des tiers, et ils ont besoin d'un affaiblissement du dollar, comme je le disais en introduction. Donc moi, ça me semble effectivement évident. Ce qu'ils déplorent comme étant une menace, je le partage, pour l'Europe, c'est une menace. Mais il y avait moyen de se protéger et on a choisi de se mettre des œillères. Oui, alors pouvoir accéder au dollar, ajoute Amundi, pour avoir besoin d'un compte américain sans avoir besoin. On pourra accéder avec les stablecoins. On peut déjà accéder grâce aux stablecoins au dollar sans avoir besoin d'un compte américain. Est-ce qui pourrait du coup attirer, dit Amundi, des millions de personnes vers le dollar et pourrait du coup, Thibaut, elle est pour vous cette question, pourrait du coup porter atteinte à la souveraineté monétaire des pays? C'est ce que vous dites, par exemple, l'Europe. Est-ce que vous validez certains arguments d'Amundi ou comme Alexandre, vous déplorez la situation, mais Amundi a raison? Pour le premier constat, en tout cas, Amundi a raison, mais c'est une situation qu'on a créée, c'est-à-dire qu'il y avait une bataille, on l'a même pas menée en fait. Donc on n'a même pas perdu la bataille, on a tout simplement refusé de la jouer en prenant la direction de l'euro numérique à un horizon encore lointain et incertain, là où les États-Unis ont choisi de laisser les acteurs privés se développer et finalement imposer le dollar américain sous forme tokenisée un petit peu partout naturellement. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent, quand on parle à des millions d'utilisateurs qui pourront potentiellement utiliser un jour des stablecoins, là, c'est déjà le cas en réalité. C'est déjà le cas en Amérique latine, dans certains pays africains, dans certains pays d'Asie du Sud. On a les stablecoins dollars qui sont massivement utilisés et qui sont utilisés non pas par idéologie ou par rejet du système actuel, ils sont utilisés par pragmatisme parce qu'aujourd'hui, c'est la solution qui correspond bien aux usagers parce qu'ils ont des monnaies locales qui ne sont pas suffisamment fortes, qui sont parties à la dérive, ils ont besoin de trouver des solutions. Cette solution était là et c'est simplement un pragmatisme pur qui fait que le dollar américain s'est imposé sous forme de stablecoin dans ces pays-là. Donc c'est une partie qu'on aurait peut-être pu jouer, peut-être qu'on n'aurait pas rivalisé, peut-être qu'on a perdu, mais en tout cas ça on ne le saura pas parce qu'on a refusé de la jouer. Alors il y a les stablecoins en dollars, quelques-uns en euros, des stablecoins en or aussi, puisque Tether a dévoilé son trésor suisse, une réserve d'or, ça fait partie bien sûr des actualités de la semaine. On voit aussi de plus en plus d'entreprises, elles, constituer des réserves, une trésorerie en bitcoins, qui, alors que le bitcoin bat des records, leur est plutôt favorable. On va voir à l'ouverture de Wall Street dans un instant comment Stratégie ouvre, et c'est vrai que c'est peut-être un signe de confiance quand même de plus en plus d'entreprises vis-à-vis du bitcoin. Et du coup, alors juste attendez un instant là, Chris, notre réalisateur en régie, a une question pour vous, messieurs. Chris. Salut les pros. Je vous écoute, mais je me dis que je pourrais faire confiance au Bitcoin seulement quand les patrons eux-mêmes se rémunéreront en Bitcoin. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que certains patrons prennent le risque, plutôt que de porter un discours sur le Bitcoin comme vous le faites l'un et l'autre, est-ce que certains patrons, Thibaut, prennent le risque de s'auto-rémunérer, mais en Bitcoin pour le coup ? On a eu une news qui est sortie cette semaine, du coup, c'est le patron de Remixpoint, qui est une société japonaise où le patron se fait rémunérer désormais intégralement en Bitcoin. En réalité, pour moi, cette news, elle est beaucoup plus symbolique qu'autre chose. Il y a eu une belle communication autour de ça, l'idée de dire que du coup les alignements de la direction sont vraiment en parfaite cohérence avec les objectifs de l'entreprise. Donc c'est plus symbolique. Aujourd'hui, typiquement en France, ça poserait de nombreuses contraintes administratives pour pouvoir le faire correctement. Il y a des gens qui se payent en Bitcoin dans certains autres pays, ça reste une minorité. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça le degré, le niveau qui fasse basculer la confiance sur le sujet. Attendez, la preuve par l'exemple, on a un Bitcoin maximaliste, non.
Il ne se considère pas comme Bitcoin maximaliste, mais il adore le Bitcoin quand même, Alexandre. Est-ce que vous vous rémunérez chez Paymium en Bitcoin? J'adorerais, mais c'est interdit. Donc, Ah bon tout à fait. En France, le salaire doit être payé en euros. Les avantages en nature, ils peuvent être, les bonus par exemple, peuvent être accordés en Bitcoin, mais pas le salaire principal. Mais oui, je le ferais avec plaisir si j'avais le droit. Qui cherche de la performance, alors en ce moment investi sur Bitcoin, nouveau record aujourd'hui, et puis qui cherche de la performance, doit-il aussi s'intéresser désormais aux stock tokens, ces tokens adossés à des actions cotées en bourse d'entreprise ou des actions d'entreprise tout court. Il se trouve que Robinhood a lancé des tokens indexés aux valorisations de SpaceX et d'OpenAI. Alors forcément ça monte, c'est de grandes entreprises de croissance. Sauf que SpaceX et OpenAI dénoncent des produits dérivés créés à leur insu et sans droit réel. Quels sont les arguments, Thibaut, qu'apportent ces tokens dérivés d'actions aux investisseurs ? Alors, les arguments pour le côté investisseur, c'est déjà c'est la possibilité de pouvoir accéder à ces produits. En plus, il y a cette notion de pouvoir utiliser sur les plateformes 24/24, 7 jours sur 7, sous cette forme tokenisée. Donc, il y a tout ce marché secondaire qui se met en place et qui est beaucoup plus fluide que ce qu'on peut trouver. Donc, c'est les intérêts qu'on défend sur la tokenisation depuis un certain temps. Après, sur ce cas précis, effectivement, il y a des sujets où on entre dans un flou réglementaire sur est-ce que ça doit être rendu possible ou non, est-ce que la petite sphère stratégique doit être possible ou non de cette manière-là. Ça, c'est une question qui est beaucoup plus large, et au fur et à mesure que la tokenisation va être amenée à se développer et va s'implanter, c'est des questions qu'on va devoir se poser de plus en plus. Donc, il y a un certain nombre de réflexions qui sont en cours sur le sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit que cette forme tokenisée, elle plaît de plus en plus, elle permet d'être innovant pour certaines plateformes, elle plaît aussi aux investisseurs, c'en est une démonstration concrète, donc il va falloir composer avec ça et derrière trouver un bon équilibre avec un environnement réglementaire qui permet de faire des choses qui sont cohérentes pour ne léser personne dans l'opération, quoi. Merci aux pros des cryptos, c'est cette saison qui s'achève aujourd'hui. On vous retrouvera les pros des cryptos le vendredi 29 août pour la première de la 6e saison. Merci à Thibaut Boutroux depuis Meria, fidèle au poste tout au long de la saison avec Owen Simonin, bien sûr qu'on salue. Asher, vous le saluerez pour nous, Thibaut. Un grand merci à vous, Alexandre Sachenko. Toujours passionnant à écouter, c'est vrai, toujours très stimulant, et à lire aussi le nom de votre livre qui a remporté le grand prix du livre de l'économie de la librairie de l'écho BFM Business, Bitcoin. Le choc géopolitique. Le choc est franchement passionnant, bon livre de vacances et félicitations d'ailleurs pour ce prix, Alexandre. On remercie aussi Vincent Gann qui nous accompagnait à distance, analyste technique indépendant, puis toute la team des pros des cryptos, bien sûr Claire Balva qui nous accompagnera à nouveau la saison prochaine pour représenter l'Adam, bien évidemment, pour cette nouvelle saison. Claire Balva sera avec nous et on remercie toute la team en régie, Chris qui aura posé régulièrement ses questions et qui n'hésitera pas à continuer de le faire la saison prochaine. Bon week-end à tous, cet épisode est à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.